Attendez, on commence vachement là, on finit vachement bien. 3 minutes. On a silence. Vous êtes calme. Je sais pas, est-ce que le micro marche? Ouais, vous m'entendez? On attend encore 2-3 minutes. On va essayer de commencer parfaitement à l'heure et de finir à peu près à l'heure. Non, parfaitement à l'heure, sinon on va se faire engueuler. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ceux qui viennent chaque année et cette fois pour les autres à cet atelier que j'ai le plaisir d'animer où on va parler de marque, on va parler d'engagement, on va parler d'entreprise. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Aude Gamberini qui est directrice marketing de la marque Les Deux Vaches et de Faire Bien. Bonjour. Et puis Benoît Delavarenne qui est le directeur général de l'agence Team Créatif. Bonjour. Et ils vous en diront un peu plus sur eux dans quelques minutes. Alors pourquoi on a eu envie de parler de marque cette année à ProDurable? On parle toujours d'engagement évidemment, c'est notre marotte depuis 11 ans, mais voilà, des questions se posent de plus en plus pour beaucoup d'entre nous, de savoir quelle position doit prendre la marque dans une entreprise quand il s'agit de parler d'engagement, à quel moment la marque en parle, est-ce qu'elle doit en parler, est-ce qu'elle ne doit pas en parler, est-ce qu'on doit faire de l'engagement pour l'entreprise, mais à quel moment la marque peut devenir ambassadrice, et surtout si elle le fait, comment doit-elle le faire et quels sont un peu les écueils à éviter? Et on a pensé que nos deux témoins pourraient nous donner quelques clés, parce que ce que vous cherchez souvent, c'est des clés, des bonnes idées, des témoignages, et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous. Moi, je fais une petite intro rapide, et surtout, je leur donne la parole le plus vite possible. Alors, pour lancer la petite rampe, là, on a sorti 3-4 infos un peu marquantes. Bon, je crois que c'est plus la peine de le dire, mais les citoyens veulent que ça change. Ça change, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais en tout cas que ça change. Ils attendent que la société se transforme, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si on se pose la question de savoir faut-il faire de la RSE ou non, est-ce que les clients en veulent, est-ce que les citoyens en veulent, c'est clair qu'il y a des attentes très fortes de changement dans la société. Il y a 57% des Français qui pensent qu'on doit même complètement revoir notre modèle économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Alors ça peut paraître aujourd'hui assez naturel de dire ça, c'est franchement, ça ne fait pas si longtemps qu'on voit ce genre de statistiques quand même. Deuxième tendance qu'on observe, clairement, les consommateurs attendent que les entreprises s'engagent. Il y a plein de stats, on en a des. Si vous voulez, après cette conférence, que vous voulez un peu quelques chiffres clés et stats pour convaincre le top management dans vos entreprises respectives, on pourra vous donner quelques chiffres. Mais en tout cas, on a sorti 97% des Français se disent prêts à boycotter des entreprises qui ont des pratiques sociales ou environnementales destructrices. Mais voilà, tout montre que les consommateurs, il y a 10-15 ans, il y a 20 ans, on disait oui, il y a les citoyens d'un côté, il y a les consommateurs de l'autre. Dans les pays anglo-saxons, ils font les deux en même temps, mais en France, c'est vraiment pas. Bon, clairement, les murs sont en train de tomber, les gens, par leur consommation, affirment ce qu'ils veulent, et la consommation est un vecteur d'engagement, est un vecteur d'affirmation de son identité. On voit aussi que les marques et les offres les plus engagées aujourd'hui sont celles qui tirent leur épingle du jeu. C'était vrai avant la crise, c'est aussi vrai pendant la crise, et dans des secteurs atones, dans des marchés où on observe l'érosion, de la déconsommation, les marques qui s'en sortent sont celles qui ont quelque chose à dire, sont celles qui s'engagent, sont celles qui ont des choses nouvelles à apporter en termes de relations à la société et en termes de propositions, d'engagement, de combat. Il y a 2 fois plus de croissance pour les marques qui ont travaillé sur leur utilité sociale et sur leur raison d'être. Ça, c'est une étude Brands de 2019. Et puis, même en bourse, on voit une surperformance très forte pour les marques qui sont porteuses de sens. Là, à nouveau, de très nombreuses études montrent ça. Pour autant, et pourquoi on pose cette question aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si les marques sont les mieux placées pour parler d'engagement et est-ce qu'elles peuvent inspirer suffisamment confiance pour faire ça. Elles inspirent effectivement de moins en moins confiance. Et ça, c'est une tendance aussi très forte. De 2012 à 2017, ce qu'on appelle la défiance vis-à-vis des marques, c'est-à-dire des gens qui disent moi les marques j'y crois pas, c'est pas ce qu'on me raconte, c'est du greenwashing / bullshit / pipeau et compagnie, et marketing, ce qui veut tout dire, c'est du marketing qui voulait dire c'est du pipeau. Et ben cette défiance elle est passée de 29 à 56% de 2012 à 2017. Voilà pour planter un peu le décor. Et du coup, la question qu'on pose, c'est est-ce que les marques sont bien placées pour s'engager? Quand elles le font, comment le font-elles? Quelles sont leurs attentes nouvelles? Et donc, les deux témoignages de Aude et de Benoît vont nous permettre un peu de voir comment ça se passe à travers leur propre vision. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Aude en te demandant, pour commencer, de nous raconter un peu, en quelques mots, tes marques, toi, comment tu vis dans tes marques et dans ta propre expérience cette question de l'engagement. Alors moi déjà, ça fait 12 ans que je m'occupe avec passion d'une première marque qui s'appelle Les Deux Vaches, qui est devenue en quelques années le leader de l'ultra frais bio en France. Les Deux Vaches, c'est une marque, mais c'est aussi un projet, celui d'accompagner les consommateurs vers une consommation plus responsable, une consommation en conscience, et tout ça avec énormément de joie et de plaisir.
Et j'ai aussi la fierté d'avoir contribué à créer une autre marque qui s'appelle Faire Bien, qui est née en septembre 2018 et qui est née d'un combat. Celui-là, c'est d'aider les agriculteurs, d'aider les éleveurs laitiers bio et d'assurer la relève, puisque vous avez sans doute entendu parler du fait qu'il y a énormément d'agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. C'est le cas notamment en Normandie, puisqu'il y a d'ici 5 ans, il y a un tiers des agriculteurs qui va partir à la retraite. Et donc ce projet Faire Bien, qui est à destination des magasins spécialisés, c'est 50 000 € qu'on utilise chaque année pour, d'une part, rendre le métier d'éleveur plus attractif en finançant des services de remplacement, mais aussi en aidant, via une pépinière, les futurs jeunes éleveurs à se former au métier d'agriculteur bio. Donc derrière ces deux marques, il y a vraiment deux combats que j'ai beaucoup de plaisir et de fierté à défendre depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tout le monde entend bien Aude? Parce que tu es très loin de ton micro d'ici, mais je sais pas. Mais comme je crie en général, je parle fort. Ouais. Ça va. Sinon, on recommence. Non, ça m'a l'air bien. Benoît, alors tout le monde ne connaît pas forcément l'agence et le groupe Team Créatif. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots votre activité? La plupart des gens ici connaissent, mais c'est juste un rappel. Oui, rapidement. Team Créatif est donc Benoît de la Varenne. Team Créatif est une agence de design, branding et packaging. Donc forcément, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on est relativement concerné. C'est une agence qui a 34 ans, qui est indépendante, qui est familiale et qui compte le rester. Quand on a commencé à travailler et discuter avec Alexis sur le sujet, j'ai voulu faire part de deux témoignages ou deux observations. La première, ou le premier, c'est que ce qu'on appelle le territoire d'engagement ou le territoire de marque n'est pas nouveau. À titre personnel, et ce sera le seul cocorico de mon intervention, j'ai été directeur marketing d'une grande société agroalimentaire dans les produits frais. Et à ce titre, j'avais contribué à lancer le premier yaourt à 1 dirham au Maroc. Quand on lance un yaourt à 1 dirham au Maroc, il y a 15 ans, même 18 ans, forcément, sans le savoir, on fait un peu de responsabilité sociale de marque. Donc le premier point, c'est de dire qu'il ne faut pas être complexé sur le sujet. On avance, les marketeurs font des choses avec plus ou moins de succès, et les choses se feront également de plus en plus en conscience. La deuxième observation que je voulais partager, c'est que pour avoir vécu également pas mal de comités de direction, la RSE, donc d'entreprise, était un peu dévolue au comité de direction, voire au comité de direction du groupe, des groupes. Et à cette époque-là, je me souviens que quand on pouvait gagner des bonus, il y avait des critères sur le carbon footprint, sur le gaspillage des eaux usées ou le retraitement des eaux usées, des choses auxquelles le marketing, si ce n'est ne comprenait rien, en tout cas n'avait franchement pas beaucoup d'action. Et petit à petit, ce territoire d'engagement a basculé vers le marketing, où on va dire que le marketing s'en est accaparé. Et si j'ai encore une minute, ouais, bien sûr, vas-y. Je pense que mon humble analyse est liée à deux choses. Je parle évidemment des marques industrielles ou des marques du XXe siècle. Elles ont fait face tout d'un coup à ce qu'on a appelé à l'époque les petites marques. Vous en êtes conscient, vous en êtes sans doute consommateur, et ces petites marques ont chamboulé la donne. Et elles ont mis à mal des façons de faire, des façons de travailler, un marketing qu'on pourrait qualifier un peu à la papa aujourd'hui, avec un discours décomplexé et avec justement la première utilisation de bénéfices ou de reason why sur ces territoires d'engagement. La deuxième, c'est que les marques distributeurs, les private labels, se sont également accaparés un peu ce sujet, puisque leur marque étant un peu moins forte, peut-être un peu moins qualifiée et un peu moins en confiance, c'était tout d'un coup un territoire d'expression très, très intéressant pour elles, avec évidemment beaucoup d'engagement, puisque la plupart des marques distributeurs sont également producteurs. Voilà, à ce titre, le marketing s'est réveillé, et c'est tout à son honneur, mieux vaut tard que jamais. Et tout d'un coup, on a réalisé qu'en fait, au centre de tout ça était le produit. Et on s'est réintéressé au produit. Et aujourd'hui, de très belles marques industrielles, et il ne faut pas avoir peur du mot industriel, font un boulot remarquable de valorisation de leur engagement. Ok, merci. Bon, les Deux Vaches, vous êtes une marque engagée depuis l'origine. Comment vous voyez, justement ce que je disais un peu en introduction, l'un et l'autre, donc vous à travers votre propre marque, et puis toi peut-être Benoît à travers les demandes de vos clients. Comment vous voyez cette évolution sociétale, les attentes de sens de plus en plus fortes, d'engagement? Est-ce que pour vous,
c'est business as usual? Est-ce que ça vous questionne d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu vois émerger, Aude, de ton point de vue sur ces évolutions sociétales? Ce que je vois sur les dernières années, c'est que ça bouge et que ça bouge très vite sur des thématiques qu'on connaît tous, hein, qui sont le plastique, le bien-être animal, l'enjeu du local versus le bio. Donc tous ces sujets-là, ça va très vite. Ce que nous, on essaye vraiment de faire depuis le début, c'est d'anticiper justement ces signaux faibles et puis d'aller à la rencontre des gens, de parties prenantes, de sortir de notre écosystème classique, enfin en tout cas de vraiment aller rencontrer des gens pour justement anticiper ça et avoir le temps de travailler ces sujets avec anticipation et de façon qualitative. Je prends un exemple qui, en 2011, on rencontre sur un événement des gens du CIWF. Donc 2011, c'était il y a 9 ans. CIWF, c'est Compassion in World Farming, c'est une ONG anglaise qui est référente sur le sujet du bien-être animal. On discute et puis on se dit, bah, tiens, ce serait vraiment bien qu'on monte ensemble un projet de bien-être animal. On va voir des éleveurs, on co-construit une grille d'audit et on se met à auditer toutes les fermes partenaires. Aujourd'hui, on a une 50aine d'éleveurs partenaires. À l'époque, on en avait peut-être une 15aine. Mais en 2011, le bien-être animal, c'était absolument pas un sujet de société. Je me rappelle la première fois qu'on a essayé d'en parler autour de nous, on nous demandait si ça allait améliorer le goût du yaourt. C'était pas le sujet. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est parce que ce sujet-là, on le porte depuis des années et c'est encore totalement perfectible qu'on a eu le temps long d'améliorer les choses. Bah, j'ai un autre exemple aussi, c'est la partie équitable. Donc ça fait un an aujourd'hui, enfin ça fait un peu plus d'un an, pardon, qu'on a labellisé notre lait équitable Fair for Life. Ce travail-là, on l'a pas fait en regardant des études de marché, en se disant tiens, ce serait chouette de se lancer dans l'équitable parce qu'on y voit une poche de business additionnelle. On l'a fait parce qu'on cherchait des solutions pour pérenniser le modèle d'agriculture auquel on tient tant, un modèle extensif, un modèle de prairie, un modèle en Normandie où les éleveurs, ils ont un système agricole qui est vraiment de grande qualité et on se demandait comment est-ce qu'on allait trouver des solutions pour les aider à lutter contre les enjeux de réchauffement climatique. Et on s'est dit, voilà, via l'équitable, c'est une meilleure rémunération, donc c'est à court terme plus de sérénité, puis c'est aussi un fonds filière pour les aider à investir justement dans des démarches, dans des actions dans leur ferme pour améliorer leur impact. Bon, et il se trouve que moi, mon rôle maintenant, en tant que marketeuse, c'est de raconter ça aux consommateurs. C'est surtout tout ce qu'on fait en termes d'engagement à la fois, tout ce qu'on fait en termes d'engagement filière, et ils sont nombreux, j'en ai cité 2, mais il y en a beaucoup d'autres. Ben moi, mon travail, c'est de traduire ça en langage marketing, de rendre ça compréhensible, intéressant, et puis d'aider, comme je le disais tout à l'heure, sur une marque comme Les Deux Vaches, d'aider les consommateurs à mieux consommer en conscience, avec pédagogie et plaisir. Benoît, tu peux nous donner quelques exemples aussi de ce que vos clients vous font remonter maintenant comme demande, ce que tu sens comme préoccupation émerger, peut-être à travers quelques exemples? Avec plaisir, Alexis. Merci, Benoît. Je vais montrer 3 exemples que j'ai choisis. J'aurais pu en prendre d'autres, évidemment. La seule chose que je voulais dire juste avant, c'est de dire, c'est le point suivant. Le marketing a été un peu chahuté ces dernières années avec des questions, et on les lit d'ailleurs un peu sur les réseaux sociaux, le marketing est mort, réinventons le marketing. Je pense qu'on a un enjeu aujourd'hui de reconnaître toute l'importance, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure, de cette fonction au sein de l'entreprise. Et je pense qu'elle contribue aujourd'hui à redonner beaucoup de fierté, justement, en interne. Fierté parce que pour avoir été de temps en temps un peu chahuté, et en même temps pour avoir vu ce qui s'est passé sur ces 6 derniers mois et la qualité de la présence de ces marques dans nos rayons alimentaires, il faut, je pense, leur rendre cet hommage. Les 3 exemples que j'ai voulu prendre et vous montrer, c'est à quel point des sociétés qui peuvent avoir jusqu'à 100 ans se réinventent. Et c'est pas rien de réinventer une société de 30 000, 50 ou 100 000 personnes. C'est pas lancer un biscuit dans son garage. Et une fois qu'on a dit ça,
et ce n'est pas péjoratif. Et une fois qu'on a dit ça, c'est tout un écosystème qu'il faut faire évoluer. Donc ça veut dire qu'il faut une direction, mais qu'une fois que cette direction est prise, il faut la mettre en place et l'exécuter. Donc rien de mieux qu'une bonne agence de design pour vous aider, ça c'est une évidence, mais je voulais souligner ce point-là. L'exemple que vous avez sur le tableau, sur le board, c'est le BIPACT de Bonduelle, qui est un engagement européen. Donc là aussi, il faut imaginer le temps que ça peut prendre et la volonté qui derrière doit s'armer à la fois de conviction et de temps en temps de patience pour dire, moi, Bonduelle, je vais m'engager sur l'ensemble de ces éléments-là. Et derrière, évidemment, une partie de notre travail, agence de design, est à la fois d'aider à la priorisation des messages, puisque les marques veulent en dire toujours trop. C'est un peu un principe de vie du marketeur qui a le cœur très généreux. Et du coup, on va à la fois prioriser et aider à ce que ces messages soient véhiculés le mieux possible et le plus clairement possible. Donc on a ce BIPACT à l'écran que je vous invite à voir sur le site bonduelle.fr ou bonduelle.org. Juste après, je pense qu'on est... Non, on n'est plus chez Bonduelle, mais juste regardez quand même dans les semaines à venir, Bonduelle France s'est engagé sur 6 commitments qui sont également très clairs, qui ne sont pas du bullshit, qui sont des éléments très factuels, qui vont concerner leurs paysans, en tout cas les paysans avec lesquels ils travaillent, qui vont concerner la notion de sans pesticides, qui vont concerner la notion de ce qu'on va manger et de ce qu'on aura dans nos assiettes dans les mois à venir. Donc ce sont des éléments qui ne sont évidemment pas à prendre avec la légère, qui sont intéressants à découvrir et à ne pas survoler. Le deuxième exemple que j'ai vu rapidement passer, c'est cette magnifique fontaine, 8 litres, qui a été travaillée avec Team Créatif, à la fois en termes de ce qu'on appelle le structural design, qui est un mot un peu savant pour dire en fait volume, 3D, et qui a plusieurs vertus, qui est évidemment d'économiser du plastique au litre, puisqu'on on en a moins au litre, de travailler, et ça peut paraître évidemment toujours un peu anecdotique, mais finalement, on va parler de l'effet colibri, forcément, une étiquette un peu plus petite, une étiquette de couleur, voilà, la politique des petits pas, des baby steps. Et moi, je voudrais souligner également, c'est en plus notre client, mais malgré tout, c'est très, très valeureux, qu'à la fois Volvic, on en parlera un petit peu tout à l'heure, est certifié Bicorp, et à l'échelle d'une entreprise de cette taille-là, il faut mesurer les efforts que cela leur demande. Et puis récemment, j'ai vu le lancement de la gourde Volvic que j'ai trouvé juste génial comme geste, qui est de dire finalement, la gourde Volvic, vous la remplissez avec ce que vous voulez. Ce serait pas mal que ce soit de la Volvic, mais je vous laisse le libre arbitre. Donc c'est une démarche qui est un peu nouvelle et qui prend sans doute les consommateurs et les marketeurs à rebrousse-poil. Et c'est sans doute ça les nouvelles façons de penser des mois et des années à venir. Ah oui, pardon, mon préféré. Très intéressant. Donc Bell, vous connaissez évidemment la marque Bell, enfin Vache qui rit et le groupe Bell. Bell s'engage sur le prix du litre confié aux fermiers, je crois comme le groupe Danone d'ailleurs, et s'y engage. Et c'est assez incroyable puisque vous connaissez les aléas des négociations avec la grande distribution. Quand on sait que le lait compte pour 50%, voire je pense même un peu plus dans le prix de revient d'un fromage, le fait de s'engager sur un prix qui correspond à un prix, on va dire, solidaire du lait aux paysans, c'est chapeau. Le point que je voulais juste souligner en montrant cet exemple, c'est le cran plus loin, c'est anecdotique, c'est un clin d'œil, c'est de dire que on va retrouver, je pense c'est peut-être déjà en ce moment ou dans les semaines à venir, la notion un peu d'anti-gaspi qui est de dire il vous reste une vache qui rit, la date est périmée, vous pouvez sans doute continuer de la manger. Donc c'est là un peu comme la gourde, un peu à l'antithèse de l'idée que l'industriel est là pour vendre du volume et faire tourner ses stocks. En tout cas, ce n'est pas une fin en soi. Et l'idée même de proposer, de sentir la vache qui rit et de convenir qu'elle est tout à fait mangeable et de la déguster, je trouve que c'est également une démarche intéressante. C'est une démarche d'une marque sur un produit dans son coin, mais de façon démultipliée, les choses évolueront. Je crois que c'est tout. Merci pour ces exemples. Alors nous, vas-y, Aude. Rebondir là sur la partie vache qui rit, ce que ça nous dit aussi, c'est que ça a été construit avec, c'est un partenariat aussi avec Too Good To Go, et donc c'est comment les marques vont chercher auprès des parties prenantes et élargissent leur quotidien
pour construire des solutions qui sont durables. Et je pense que c'est ça qui est super fort. Et moi, l'évolution du métier de marketeuse, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je le suis, c'est sortir du bureau, c'est arrêter d'être hors sol et parler à un maximum de personnes, parce que c'est de ça que vient la créativité, c'est de ça que deviennent les idées. Et je trouve que c'est vraiment une transition forte que j'observe moi dans mon métier. C'est la capacité à sortir et à imaginer des projets avec d'autres que le marketeur d'à côté, par exemple. Nous, les clients qu'on rencontre, alors ça fait 11 ans qu'on accompagne des clients, on voit que souvent quand il s'agit de passer à l'engagement, la RSE, ils marchent sur des œufs et il y a un peu des injonctions paradoxales. Il faut y aller, il faut s'engager, et on voit que souvent ils font plein de choses. Et puis il y en a pas mal dont le réflexe, c'est de se dire, et peut-être certains parmi vous disent la même chose, c'est il ne faut surtout pas en parler, il ne faut surtout pas le dire. On peut se dire que le fait de faire porter à sa marque ses engagements, c'est quand même le pas ultime dont on ne revient pas quand on a décidé de faire son coming out de l'engagement. Si la marque en parle, c'est bel et bien qu'au cœur de la marque, il y a cette volonté d'avoir un impact, ou en tout cas d'en parler. Et du coup, je reviens sur mon intro un peu. Le premier réflexe, c'est ouais, mais c'est pas crédible, les marques, les années 80, c'est n'importe quoi, c'est pipeau, etc. Donc, est-ce que pour vous, c'est paradoxal de faire porter ça aux marques? Il y a même des gens qui disent demain, il n'y aura plus de marque, il n'y aura plus de logo, demain, c'est le no-logo, l'avenir, c'est la disparition du pack, c'est la disparition des marques. Enfin, voilà. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Alors, une marque, elle est là pour raconter des histoires et elle est là pour créer une relation émotionnelle avec ses consommateurs potentiels. Donc, en l'occurrence, dans l'alimentaire, on n'est pas sur du fonctionnel, on est sur quelque chose de très, justement, très dans l'émotionnel. Donc, je pense que les marques ont ce rôle-là. Après, ce qui change, c'est la façon dont elles le racontent. Moi, ce que j'observe aussi et ce qui me passionne dans mon métier, c'est comment on passe d'une relation où la marque, elle est un peu plombante et elle te dit ce que tu dois faire, toi, consommateur, qui s'est un peu déresponsabilisé sur ces dernières années, à une relation tout autre où la marque, elle devient un média entre des gens qui portent des valeurs, en l'occurrence les gens derrière la marque, et puis des gens qui s'intéressent à ces valeurs-là. Et donc, comment la marque est prétexte à créer de la discussion, à créer de l'échange et à créer donc de la richesse autour de valeurs partagées. Bon, il se trouve que si en faisant ça, on mange un bon yaourt, c'est cool. Hein. Ça permet derrière de créer un climat particulier. Donc, moi, je pense que c'est pas tant une remise en cause des marques, c'est plus une autre façon de rentrer en communication là, avec les gens. Alors, moi j'ai eu à cœur de partager cette photo avec vous parce que c'est les gens de l'équipe qui sont à l'usine, c'est les gens de l'équipe qui sont avec les éleveurs. C'est un éleveur là avec qui, on s'entend très très bien. C'est les gens de l'équipe sur une opération avec Surfrider, donc en relation avec un écosystème plus large que son écosystème classique. C'est les gens de l'équipe avec des consommateurs. Donc voilà. Moi, je pense que les marques, demain, elles vont vraiment être dans la capacité de connecter les gens les uns avec les autres et à sortir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à sortir du cadre qu'elles connaissent et à rencontrer un maximum de parties prenantes. Et nous, un des grands succès qu'on a, par exemple, quand un éleveur répond directement sur Facebook à un consommateur qui posait une question sur le lait, nous, on n'a plus rien à faire. Enfin, je veux dire, c'est génial. Pour moi, c'est ça le but ultime. C'est de créer des relations vraiment sincères, authentiques et durables entre ceux qui font, nous, en l'occurrence, mais pas seulement, tous les gens de la filière, et puis ceux qui potentiellement peuvent consommer. Donc, c'est une question d'échange de valeurs et vraiment une question d'humain. Et donc, on n'est plus du tout sur une relation où la marque, elle est au-dessus de moi, mais on est sur une relation de connivence, je trouve. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Mais est-ce que ta marque facilite ta communication sur les engagements, peut-être que dans ton cas particulièrement, ou est-ce qu'elle forme un écran et elle rend ça plus difficile? Non, moi, dans le cas des deux vaches, comme de faire bien, les deux marques se sont nées avec un combat et elles ont complètement dans leur ADN ça. Mais c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment dans cette réflexion-là à repartir de l'humain, parce que ces convictions-là, elles sont avant tout portées par les gens qui font et de repartir vraiment de ça. Et je pense que la marque, elle peut très bien relayer ce que les gens de l'entreprise
on est libre en fait d'en faire ce qu'on veut, mais c'est ça aussi que j'apprends sur ces dernières années, c'est qu'on a une liberté en tant que marketeur qu'on s'autorise pas parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais qu'est-ce qui empêche n'importe quelle marque de faire un partenariat si elle est dans le 9-3 avec une association locale? Enfin, tout est possible en fait. Et la conviction, elle va se créer dans le temps. Mais je pense que c'est avant tout des rencontres. Et je pense qu'il y a une liberté qu'on ne s'autorise pas forcément parce qu'on a été formaté d'une certaine façon. Mais autorisons-nous à prendre cette liberté et à faire de notre marque ce qu'on a envie d'en faire. Ça, c'est vraiment... Benoît, demain, plus de marque, plus de pack. Après-demain. Je vais dire un mot là-dessus. Moi, je suis un farouche défenseur du marketing, même s'il doit se réinventer. Et la notion de vendre, pour moi, n'est pas un gros mot. Donc, l'idée du marketeur, elle est dans le germe de l'idée du créateur. Et on pourrait le décliner à l'infini. Si j'en prends 2 ou 3, il est créateur d'un contrat de confiance, d'un contrat de qualité. Il y a quelque chose qui est du domaine de la qualité entre ce que fait le marketeur et son contrat au consommateur. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je ne prends pas de céréales sans marque dans les hôtels parce que je ne les trouve pas bonnes. Je les trouve meilleures dès lors qu'elles sont estampillées Kellogg's. Donc, ce contrat de qualité, il est important et il est rassurant pour le consommateur et il ne faut pas l'oublier. Donc ce sera une partie de la réponse à la question plus de marque. La deuxième chose, c'est que c'est un contrat, et je rejoins Aude bien entendu, de conversation. Entamer une conversation avec un éleveur, entamer une conversation avec une association qui équipe les sourds et malentendants au Maroc quand on lance le yaourt Indiram, c'est un pas vers l'autre, c'est un pas vers, pas forcément le consommateur, mais en l'occurrence la personne qui potentiellement sera consommateur. Et la troisième chose, évidemment, c'est un créateur d'emplois. Et je voudrais juste qu'on ne l'oublie jamais, puisqu'on est également confronté à des enjeux économiques et que pour une société, vendre permet également d'employer. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il va falloir qu'on aborde le sujet du marketeur. Pour certains qui étaient nés, mais je pense que sur C8, on les revoit souvent, pour parodier les inconnus, il y a les bons et les mauvais marketeurs, hein, comme dans le bouchonnois. Et je vais m'atteler juste aux bons marketeurs. Moi, je trouve que le métier du marketing, c'est l'analyse, c'est comprendre le monde qui l'entoure. Donc c'est de la curiosité, c'est quasi scientifique, c'est de la compréhension, c'est une étude à la fois intelligente et inspirante de ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça que le marketeur d'aujourd'hui ne peut pas être comparé au marketeur des années 2000 ou des années 80, parce que son monde, le monde qui l'entoure, a évolué. Ce serait dramatique si le monde évoluait et que derrière, il n'avait pas bougé. Une fois qu'on a dit et qu'on cherche cette qualité de marketing, ben c'est tout naturellement parce que c'est un peu plus facile, parce qu'il y en a un petit peu plus, parce que les réseaux sociaux, parce que tout ce que vous voulez, parce qu'il faut sauver la planète, c'est très naturel que le marketeur s'empare de ces sujets et les mette à la sauce de ses produits. Là où il le fait bien, et là où ça va fonctionner, c'est qu'il va être sincère. C'est le discours des 2 vaches, je pense, je crois, j'en suis même sûr. C'est la fierté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est celle de l'entreprise autour de cet engagement proposé par le marketing. Et in fine, ça va être toute un effet d'entraînement en interne et évidemment en externe chez le consommateur. Du coup, sur nos logos, nos branding, nos packaging, etc., évidemment, moi je vais avoir une réponse non pas de Normand, mais de patron d'agence de design. Fondamentalement, revenons à l'essence même de ce qu'est un packaging. Un packaging, c'est pas fait pour être sur un linéaire de Monoprix. Un packaging, c'est fait pour transporter, pour hygiéner, je ne pense pas que ça se dise, pour formater, pour protéger, pour agrandir, allonger la shelf life pour les consommateurs. Donc c'est avant tout une nécessité. Et il ne faut pas ni l'oublier, ni le réduire. La deuxième solution, ou le deuxième enjeu, c'est la marque. La marque, c'est ce que je me suis permis de rappeler, c'est un contrat de confiance, pour plagier Darty. C'est avant tout un repère. C'est une solution aussi de facilité, c'est une solution de fierté pour le consommateur. Donc moi, ma conviction, évidemment, je peux me tromper,
je défends d'une certaine façon le travail qui m'anime, c'est qu'à la fois design et on va dire packaging et branding sont nécessaires. Une fois que j'ai dit ça, on revient au monde qui nous entoure et au monde qui tourne, pas dans les mêmes conditions que dans les années 2000 ou dans les années 80. Donc oui, il faut que j'ai moins de plastique dans mon pot de yaourt, ou sans doute qu'il n'y en a pas beaucoup, et par ailleurs. Oui, il faut que j'enlève peut-être la petite cartonnette qui prend l'exudation des Kiri dans la boîte de Kiri. Mais est-ce que le consommateur est prêt à avoir une boîte qui a des traces de gras? Oui, non? Si oui, allons-y. Sinon, c'est quoi la solution intermédiaire? Donc en fait, c'est ça le métier du marketing, c'est d'arriver à faire en sorte que ces nouvelles contraintes ou ces nouveaux besoins soient proposés avec des solutions qui soient pérennes, accessibles. Enlever un additif, ça peut coûter plusieurs millions d'euros à une entreprise. Est-ce que je suis prêt à payer 3 centimes de plus pour mon produit parce qu'on m'a enlevé le dernier additif que par ailleurs, ou avec lequel par ailleurs j'ai vécu pendant 50 ans sans aucun problème. Bon, chacun évidemment répond en conscience, c'est ce que rappelait Aude, et je crois que ce sera l'enjeu ou le sujet de se dire soyons sûrs de nos choix et encore une fois de la sincérité de la proposition qui m'est faite. Et juste pour terminer, c'est vrai qu'on est nous, je reviens au métier, sur des demandes et des besoins qui sont beaucoup moins on va dire, qui sont beaucoup plus narratifs, beaucoup plus storytelling, beaucoup plus racontez-moi l'histoire de la marque avec sincérité que plus gros le logo et une débauche de couleurs. C'est pour ça que mécaniquement, on passe à du craft, on passe à du watercolor, à de l'aquarelle. On est sur des designs un petit peu plus simples, un petit peu plus directs, un peu moins peut-être statutaires, un peu moins premium. Mais ça, c'est aussi le sens de l'histoire. Le temps file et je voudrais qu'il y ait du temps pour les questions, mais j'ai encore 2 petites questions à vous poser. Il y en a une que je vous ai posée un peu en préparant cet entretien qui est ok, bon, on sent bien qu'il faut y aller et tout le monde sent bien qu'il faut y aller et ça y va, quoi. Je veux dire, on a vu quand même une transformation. Il n'y a pas une marque qui, de plus en plus, en tout cas les grandes marques, parlent de leurs engagements. C'est un peu la course à l'échalote. Dans cet environnement-là, est-ce que l'engagement, la RSE ou l'engagement des marques, c'est une opportunité de se singulariser? Est-ce qu'on peut se singulariser à travers ça? Ou est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une dérive vers une uniformisation de tout? Tout le monde dit pareil, tous les gens dans l'alimentaire parlent de leur filière et de leurs producteurs. Comment on se différencie quand, comme vous, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'on fait ça? Comment on existe? Comment on se différencie? Comment on continue à être créatif? Et là, aussi, Benoît, tu pourras nous en parler. Voilà. Déjà, je pense qu'on n'a plus tellement de choix. C'est sérieux, là. On parle de l'avenir de la planète. Donc, le point de départ, c'est... on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est se poser vraiment la question de l'utilité de sa marque et l'utilité de ses projets. Donc, c'est vraiment se demander si ce qu'on fait apporte une vraie valeur ajoutée sur la filière, quand on est, par exemple, dans le monde agroalimentaire. Donc, c'est réfléchir ces innovations, non pas comme, par exemple, je prends cet exemple-là, non pas comme un énième produit qui va arriver sur les étals et qui ne va pas forcément apporter une grosse valeur ajoutée, mais plutôt chercher des vraies solutions durables qui vont, par exemple, développer une filière fruits bio en France ou encourager les développements d'un sourcing équitable. Enfin, voilà, c'est vraiment être... plus à la recherche de solutions que de sortir le énième produit dont finalement on n'a pas besoin. Donc ça, c'est déjà, je pense, une vraie bascule dans la façon de, par exemple, quand on est marketeur, de considérer, de construire son plan d'innovation. C'est en gros, est-ce que ce que je prévois, ça apporte une vraie valeur? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des emballages? Est-ce que c'est au niveau des filières? Est-ce que c'est au niveau de la nutrition? Au point, excuse-moi de te couper, mais que tu dis, vous partez pas d'une attente conso ou d'un besoin conso pour innover. Vous partez d'un problème sociétal. Moi, mon boulot, c'est sur la base d'une solution filière, par exemple, ou d'une solution packaging, c'est de rendre cette solution intéressante pour le consommateur. Donc, c'est m'assurer quand même que ce à quoi on a pensé en termes d'innovation, je prends par exemple le cas... on parlait tout à l'heure, Benoît parlait tout à l'heure de la réduction du nombre d'ingrédients dans une recette.
C'est un vrai challenge. Et ça, il faut qu'on l'explique aux consommateurs parce que sa recette, elle change. Elle est peut-être moins bonne, en tout cas, elle est différente. Donc, il faut expliquer. Donc, moi, mon boulot, c'est d'expliquer, en fait. C'est de donner le sens. De la même façon, l'équitable, bon, c'est quelque chose de relativement nouveau. Où le PLA, on a basculé 60% de notre business sur des pots en PLA. C'est issu de sucre de canne. Ça permet de réduire l'empreinte carbone. Ça, c'est pareil, ça s'explique. Mais quand on a commencé à travailler sur une bascule de nos packaging, sortir de l'énergie fossile pour partir sur du PLA, du renouvelable, c'était en 2015. On est sur des temps industriels qui sont des temps extrêmement longs. Donc si on attend que les consos nous disent ce qu'il faut faire, 5 ans plus tard, c'est plus possible. Donc il faut qu'on soit capable d'anticiper. Et maintenant, nous, marketeurs, il faut qu'on soit capable d'expliquer et de justifier la valeur ajoutée et de montrer en quoi ce produit est plus compétitif que les autres sur le marché. Sans oublier, alors moi je suis dans l'alimentaire et c'est très important qu'on fait d'abord des produits qui se mangent, il faut avant tout qu'ils soient bons. Ça c'est vraiment, la première chose c'est qu'il faut que le produit reste bon, attractif, désirable, et c'est ça, moi mon boulot d'équilibriste, c'est que le produit doit rester bon, les gens doivent continuer à l'acheter, puis en parallèle, il faut que j'explique le sens. Donc, vous partez pas forcément d'un truc que vous a dit un conso dans un focus group. On n'en fait pas des focus group. En fait, on n'en fait pas parce que, en fait, par exemple, la marque Faire Bien, si j'avais fait un focus group, on serait jamais tombé sur le combat qu'on a identifié. Faire Bien, on s'est réunis pendant 18 mois peut-être avec une vingtaine de personnes, des éleveurs, des consommateurs, ONG, un distributeur qui est Naturalia, des agences. On avait mis les agences dans la discussion parce que c'est super important pour nous dans notre écosystème que les agences grandissent avec nous. Et puis pendant 18 mois, on s'est réunis, on a fait de l'intelligence collective, on s'est planté, on n'y arrivait pas. Puis un jour, il y a un éleveur qui nous dit « Non, moi, je pars à la retraite dans 5 ans et personne ne reprend ma ferme. » Et là, on s'est dit « Non, mais c'est pas possible. » On l'a eu, là, notre combat. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est un des plus beaux moments de ma carrière. On était tous là à le regarder en disant « C'est pas possible, ta ferme, elle est dingue, personne ne la reprend. » Et il y avait une consommatrice qui s'appelle Michel, qui avait 70 ans peut-être, qui dit 60 ans, pardon, qui dit oui, moi mes parents ils sont partis à la retraite et personne n'a repris la ferme. Et là, c'était en 2017, mais personne ne parlait à l'époque du problème de reprise agricole. Personne n'en parlait. Donc, et voilà, et on a construit la marque là-dessus. J'ai pas briefé mon agence de com en disant trouve-moi un nouveau concept, je veux pas m'acheter les 3 vaches parce que je vais en magasin spécialisé, trouve-moi un truc sympa. Non, c'est pas comme ça. Mais donc, ça nécessite de mettre vraiment les mains à la pâte et de co-construire en étant sur des méthodes d'intelligence collective. On apprend. Après, je vous dis, il y a des moments où on s'est planté. Moi, je terminais mes journées, mon équipe me disait « Non, mais Aude, on plane trop, on perd notre temps. » Mais il faut accepter aussi cette phase d'apprentissage. Et j'ai oublié de te le demander, mais le business se porte pas mal ? Le business se porte très, très bien sur les 2 marques. On est en croissance de plus de 20%. Mais finalement, le business pour nous, c'est pas une fin en soi, c'est plus de moyens pour innover et justement plus le moyen pour imaginer des projets qui à court terme rapportent rien, mais qui dans 5-10 ans vont être vraiment importants. Donc oui, c'est voilà. Après, je fais quand même le lien avec le conso parce qu'il faut que ça se vende. Ouais, j'en doute pas. Benoît, quelques mots sur cette question de la créativité, de la singularité, et puis peut-être parce qu'après je voudrais passer la parole, un conseil, quelqu'un qui veut avancer sur le chemin de l'engagement. Je vous demanderai à chacun, pour conclure là, un petit conseil sur ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut progresser sur l'engagement. Parfait. Donc rapidement sur l'uniformisation ou le risque d'uniformisation. Vous prenez un biscuit rond ou carré avec du blé. On pourrait être très uniforme pour en parler. Et pourtant, on pourra vraisemblablement en parler en évoquant la tradition, en évoquant la recette de mon grand-père, en évoquant la liste d'ingrédients courte, en évoquant les champs de blé, en évoquant, pourquoi pas, l'énergie ou la ressource nutritionnelle que ce produit va vous amener. Donc en fait, le champ des possibles, il est énorme, à partir de la même base ou du même positionnement produit, on va dire. Et il en va de même pour tout ce qui est engagement. Si on prend l'engagement agricole ou la notion de reprise agricole et qu'on convainc un paysan de reprendre une ferme et de fabriquer des yaourts ou de fabriquer du fromage, on pourra parler de lui en disant il avait l'amour de ses vaches, ou il a l'amour de ses vaches, ou au contraire, il a la passion du métier. Tout d'un coup, le discours il va être très très différent et la façon dont vous allez exécuter cette affaire-là sera très différente. Donc il faut faire confiance aux créateurs,
je reviens à ma définition du marketeur, et à la sincérité des engagements dont la compagnie ou que la compagnie lui permet de mettre en scène. Donc 2 mots sur l'engagement de Team Créatif. Ouais, ou pas. Vas-y. Non, c'est ça? C'était pas ma question, mais vas-y. Bon, ce sera ma réponse comme plagiat. plagiat. Non, ou en tout cas sur la façon de démarrer ce type de projet. Ça, c'est bien? Ouais, très bien. Donc là, il y a 2 éléments. Et appliqué à nous. Le premier élément, il est de savoir qui on est. Et c'est ce que l'on a travaillé chez Team Créatif, qui a été de dire, finalement, il faut revenir à l'essence même de votre personnalité. Une marque est une personne, c'est pas moi qui le dis. Donc une marque, encore plus des marques du XXe siècle, sont nées. Elles sont nées de quelqu'un, elles sont nées quelque part, elles sont nées pour des bonnes raisons. Et si elles sont encore là, c'est qu'il y a sans doute des graines et des gènes dans cette marque qui justifient qu'elle soit encore là et que des générations aient réussi à la porter. Et donc, nous, on recommande fortement de travailler ce qu'on appelle l'archétype, qui est d'aller à l'essence même de la personnalité. Et avec mon très bon anglais et une citation d'Oscar Wilde, « Be yourself, everybody else is already taken ». Donc, c'est cette idée que si vous parlez, si moi, Benoît, je parle comme Aude, je vais être très bizarre. Et je pense réciproquement. En revanche, si on est chacun dans notre personnalité, dans notre ADN, on a un peu de chance de vous intéresser. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous, c'est une démarche qu'on a faite. Et la deuxième, pour nous engager en tant qu'agence, et c'est difficile, nous, on est au service des clients. Donc être au service de nous-mêmes, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Du coup, nous nous sommes fait accompagner. On a choisi la meilleure agence sur le marché, RSE, qui commence par un H. Tiens. Et en fait, cette agence nous a aidé à faire 3 choses. La première, c'est un audit. Et c'est là où je reviens à la sincérité et à la fierté de tout à l'heure. En fait, c'est M. Jourdain, on fait beaucoup de choses déjà dont on ne se rend pas compte. On a fait en 2012 un carbon footprint, enfin une empreinte carbone. Personne ne s'en souvenait vraiment dans l'agence. Et depuis, il s'est fait beaucoup de choses, que ce soit sur de la recyclabilité, des codes éthiques, des questionnaires clients. Voilà, tout un tas de choses qui finalement vont de soi. Pourquoi en parler? Parce que d'autres en parlent. Ah, donc je le fais, donc peut-être je vais en parler. Donc ça, c'est une première chose, on pose les bases de l'audit. La deuxième chose, et ça a été une grande décision en interne, ça a été de travailler à la certification B Corp, qui est le calcul de l'impact sociétal, social, environnemental de la compagnie, en l'occurrence de l'agence, dans son monde et dans son univers. On est en cours, d'ailleurs on court. Après ces 80 points fétiches qui nous feraient rentrer dans la cour des grands et qui vont nous obliger, qui vont nous structurer, qui vont beaucoup nous aider. Donc ça, c'est un peu le bâton et la carotte pour structurer une agence qui est en ébullition permanente pour servir ses clients. Et le troisième chose, c'est d'embarquer tout le monde. Ça ne peut pas être, comme je le disais en introduction, l'apanage du comité de direction ou du comité groupe ou de je ne sais quelle audience. Ça ne peut venir que de tout le monde, donc des employés, des bonnes volontés, des plus jeunes, des moins jeunes, de toutes les fonctions bien entendu. Et donc ça, c'est des workshops, etc., suivis à la fois de décisions et d'une voie. Chacun trace son chemin, bien entendu, et le nôtre, il est autour de l'idée que le design makes every day beautiful. Et ce beautiful, il est autour du beau, de l'esthétique, puisque le design sert à ça, mais il est surtout aussi au service de l'éco-conception, d'une planète un peu préservée, autant qu'on le puisse à notre niveau. Merci Benoît. Aude, si tu avais un conseil à partager avant qu'on vous passe aussi, pour vous avez peut-être des questions plus précises, mais si on veut avancer en tant que marque. Si on veut avancer en tant que marque, je pense qu'il y a un travail qui me semble essentiel, c'est de réfléchir à notre raison d'être. Alors nous, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années et qu'on a refait évoluer il y a 2 ans maintenant, collectivement. Donc je suis complètement d'accord avec Benoît, c'est pas un truc de comité de direction qui fait ça ouvert un week-end, hein, c'est vraiment l'histoire d'une équipe, d'un collectif qui partant, enfin pour moi cette raison d'être elle est super importante parce qu'on est tous partis individuellement de ce qui était important pour nous en tant que personne, et on a collectivement, on s'est fait accompagner, on a écrit une raison d'être qui, voilà, on veut faire partie de la solution, on veut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, le changement climatique et les inégalités sociales. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qu'on a co-construit. Et ce qui est super fort aussi, c'est qu'on veut le faire en embarquant notre écosystème, quel qu'il soit.
parce que ce qui est important pour nous, c'est notre capacité à impacter de plus en plus, et on n'y arrivera pas tout seul. Donc je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se poser sur à quoi je sers moi en tant qu'individu, et à quoi je sers, à quoi ma marque sert, à quoi mon entreprise sert, et en quoi je peux contribuer, parce que je trouve qu'on vit à ce niveau-là une époque formidable, c'est qu'on peut vraiment contribuer. Moi dehors de l'entreprise et moi dans l'entreprise, je suis la même personne, et je trouve qu'aujourd'hui il y a une écoute par rapport à ça, et qu'on peut être en authenticité par rapport à ce dont on a besoin, et qu'on a cette liberté de contribuer. Et donc les premières étapes, c'est de réfléchir à sa raison d'être, de le faire effectivement collectivement avec les gens de l'entreprise, mais aussi en interrogeant ses parties prenantes, et ça c'est super important d'être à l'écoute de ces parties prenantes. Donc c'est une méthodologie maintenant assez classique, hein, cartographie de parties prenantes, et ensuite des ateliers aidés par... il y a des agences, par exemple Hatch, pour le faire, pour comprendre où on veut aller et vraiment embarquer un maximum les gens de l'équipe. C'est ça, et ça donne aussi une motivation qui est extrêmement précieuse. On sait pourquoi, voilà... Et même dans l'équipe, tout le monde y a participé. Hein. C'est vraiment, on n'a pas une personne de la RSE qui a bossé avec un patron. On a tous de la RSE. Enfin, c'est ça, je pense aussi, la petite révolution des prochaines années, c'est qu'on peut tous faire de la RSE, quel que soit notre métier. C'est pas une personne dans un groupe éloigné de nous. Merci Aude. Allez, une ou deux questions. On est Bicorp aussi depuis 2017. Vous en avez, et voilà, les mains se lèvent. On aurait dû prévoir plus de temps, comme d'habitude. La première main, je suis désolé, on va faire le jeu des... Et il y aura au moins 2 questions, donc on pourra passer ensuite à la deuxième. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que le marketeur, c'est aussi un financier? C'est quelqu'un qui a aussi l'œil sur son PNL. Est-ce que finalement le nouveau marketeur, c'est pas celui, non pas qui est opportuniste aujourd'hui et qui va se lancer dans le bio, dans la certification, c'est celui qui est prêt à perdre sur sa marge, à faire, comme vous disiez, des actions qui vont ne rien rapporter pendant 5 ans et peut-être pendant 10. Je répète la question pour ceux qui étaient au fond, qui n'ont pas entendu. Le marketeur est-il aussi un financier? Est-ce que le marketeur d'aujourd'hui, c'est celui qui est aussi prêt à abandonner quelques points de marge pour des projets de plus long terme? Oui. Tout à fait. En fait, moi, mon intitulé de poste, c'est je fais du marketing, mais j'ai plutôt l'impression d'être intrapreneur. Je suis responsable de mon PNL. Et c'est un savant équilibre entre de la rentabilité court terme et de la flexibilité pour démarrer des projets à plus long terme. Et des fois, on se fait mal, des fois, on renonce à des choses. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de créer de la valeur et puis après de la répartir le plus correctement possible. Mais oui, bien sûr, et le PNL, c'est un outil de mesure d'impact, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment on mesure notre impact financier, mais aussi environnemental et aussi social. Et c'est ça aussi qui est fabuleux dans nos métiers maintenant, c'est que la performance, l'impact, il n'est pas que financier, au contraire. Et on va vers ça, et de plus en plus. Merci. Et ça, c'est précieux. Une deuxième question? Bonjour, Delphine Parvois. Je travaille dans une agence qui fait des études de marché. Et je suis particulièrement intéressée par ce que vous disiez par rapport à Team Créatif et la démarche que vous avez entreprise pour votre certification Bicorp notamment, parce que c'est des questions qu'on se pose aussi, nous, à notre niveau, de savoir comment vous pouvez finalement avoir un impact positif auprès de vos clients qui vous briefent assez souvent en vous disant, voilà, nous, on a tel projet, on veut faire tel packaging. Voilà, comment vous arrivez à influencer Alors, je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu, une question d'agence à agence. Quand on n'est pas soi-même, alors certes on peut s'améliorer soi-même, mais votre impact est surtout à travers ce que vous arrivez à faire à vos clients, nous aussi d'ailleurs. Et donc une question pour Benoît, comment vous arrivez à les influencer, à les faire bouger, et voilà, est-ce que vous sentez... Alors une des particularités peut-être de Team, c'est qu'on a et on travaille avec une vingtaine de clients extrêmement fidèles, en tout cas nous leur sommes fidèles. Toc. Et ce qui est important, c'est que du coup, il y a une relation de confiance qui existe, qui est assez forte. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'une partie de notre rôle peut être, ou va être le challenge du brief.
Et il nous est arrivé d'avoir... on ne va pas refuser un brief, on va le discuter. Et il nous est arrivé plusieurs fois, et à plusieurs titres, de challenger des recettes sur lesquelles il y avait plus de E que d'ingrédients, des packaging qui redevenaient complètement antinomiques avec ce que le corporate était en train de distiller sur les réseaux sociaux, puisque, pour ne pas le citer, un produit bio dans un emballage plastique non recyclable. Et là, on dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc une fois qu'on a ça, soit on a en face de nous quelqu'un qui a le pouvoir, j'allais dire les poumons, pour porter l'idée, se dire oui, effectivement, il y a un hiatus, et ce qu'on m'a imposé de faire ou ce qu'on m'a demandé de faire n'a pas de sens, soit on a cette capacité à discuter avec les personnes qui pourront nous aider à améliorer ce mix. Ce n'est pas systématique parce que la bonne nouvelle, c'est que justement, toutes ces entreprises ont pris beaucoup de cette inspiration et de cet engagement pour que les briefs ne présentent plus ce genre d'ineptie. Mais voilà, ça peut arriver parce que ça va très vite, parce que de temps en temps, on nous briefe sur la 12e variété fraise et qu'on est là pour leur dire on n'en a pas besoin, vos consommateurs n'en ont pas besoin, vous n'aurez pas de consommateurs pour cette 12e variété. C'est ce que disait Aude tout à l'heure sur la multiplication et la sursegmentation qui n'a plus de raison d'être. Donc trouvons des chemins différents. Il faut être dans ce cas-là, il faut pas avoir besoin du budget pour avoir ce genre de conversation. Il faut être animé par l'idée d'aller un cran plus loin avec le client. Et by the way, s'il y a le budget, ce sera bien. Alors merci Benoît. Il me reste 2 choses à vous dire et je suis obligé de conclure parce qu'on va se faire virer. La première, c'est qu'on vous donne rendez-vous si vous le souhaitez sur notre stand. Et c'était une très bonne transition. On ne va pas chercher à tout prix à vous vendre une mission. Si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez échanger, on sera ravis de discuter avec vous. On est là pendant 2 jours. Sur le stand PU68, là tout de suite, sur le stand des Bicorp, justement, pour ceux que ces questions intéressent. Et puis plus longtemps, c'est 2 jours sur le stand PU21, qui est partagé avec Gifts for Change. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, s'il vous plaît, si vous avez 1 minute de remplir les fiches qu'on vous a remises pour nous donner vos impressions sur cet atelier que moi j'ai trouvé passionnant, mais je ne sais pas vous. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que je remercie chaleureusement Aude Gambérini et Benoît de la Varenne d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé... Merci. Si bien illustré. Et le marketing n'est pas mort, hein. Ni les marques. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et bon salon. Ah oui. C'est des tas, vous me dites très complimenté. C'est super. Merci d'avoir C'était bien préparé. Ouais, c'est chouette. J'ai même Christophe qui est là. Ah oui, pardon. Il est là, Christophe. Ah, il est venu de servir. Ouais, mais il avait... Il a failli... Non, mais il avait tout ça. Il avait son propre atelier. Ouais, il avait son truc avant. Là. C'est chaud. Ça. Toujours prendre 3 semaines de vacances après, avant une présentation. C'est vrai que ça te remet dans le bain direct. Par contre, Il y a combien de jours?